Ravi de vous retrouver ce soir, mes amis, dans notre émission Al-Qaïda. Comme vous le savez, bien entendu, un vendredi sur deux, un rendez-vous avec le patrimoine, les traditions et coutumes. Ce soir, l'émission Al-Qaïda s'est déplacée pour vous, mes amis. Nous sommes dans la wilaya de Msila, à 250 km à l'est d'Alger, où il sera question, bien sûr, de découvrir cette wilaya et notamment la ville de Msila autour des traditions et coutumes. À cette occasion, justement, nous avons parmi nous docteur Hadjab Makhloufi, qui est donc professeur à l'université de Msila, est avec nous, et avec monsieur, nous allons parler, donc il sera question de l'histoire de Msila, une carte postale également où on découvrira cette ville. Et l'architecture, bien sûr, et également une page touristique. Bonsoir, monsieur. Soyez le bienvenu parmi nous dans notre émission. Soyez le bienvenu dans la wilaya de Msila, particulièrement à la ville de Msila, capitale du Hodna. Merci beaucoup. Avec nous également monsieur Ben Kharbesh Abdelnour, qui est archéologue et qui est également gestionnaire des sites et musées de Msila. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Marhaba bikoum. Soyez les bienvenus parmi nous à Msila. Merci bien. Et également, donc, Madame Hadarbesh Salima, qui, elle, justement, vous êtes artiste, vous vous intéressez, bien sûr, à la culture et à l'art, et vous êtes intéressé également à tout ce qui est vieux quartier, à tout ce qui fait partie de notre identité, de l'histoire. Donc, on va découvrir cela tout à l'heure avec vous. Soyez la bienvenue parmi nous. Très heureux de vous recevoir dans la ville de Sidi Boujemline. Merci beaucoup. Nous passons aussi à des dames également dans cette émission de Qaïda. Comme vous le savez, à chaque fois, nous avons des personnalités très intéressantes qui nous font découvrir l'identité algérienne dans sa diversité. Avec nous, Madame Beshkour Farida, qui est directrice du centre de formation professionnelle de Msila et qui s'intéresse et qui s'est beaucoup intéressée à l'artisanat. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Et merci d'être parmi nous ce soir. On vous remercie également. Et également avec nous, Madame Boudia Farida. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Soyez la bienvenue chez nous. Marhaba bik ma'ana fil Qaïda. Vous avez une tenue magnifique, comme vous toutes, donc une tenue bien d'ici. Vous allez nous la faire découvrir tout à l'heure un peu plus. Également, donc parmi nous, nous avons Madame Loussif Sabrina. Bonsoir, Madame. مرحبا بك معنا في القعدة. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous, madame. Et nous avons bien entendu le poète qui est avec nous ce soir, monsieur Iwadj, donc Abdelhamid. مساء الخير. مساء الخير ومرحبا بك معنا في القعدة. شكرا بارك الله فيكم. وهذا الشيء شرفنا. مرحبا بكم في بلاد الحضنة. بلاد الكرم وبلاد الفروسية. Shukran, yatik saha, shukran. Donc nous allons découvrir tout à l'heure la poésie de monsieur Iwadj qui est avec nous ce soir. Mais nous allons, comme l'a si bien dit monsieur Iwadj il y a quelques secondes, la ville donc, de Msila est connue aussi pour ses chevaux, pour la cavalerie, hein, pour tout ce savoir-faire. Bien de chez nous, nous allons tout de suite apprécier un des chanteurs que nous avons sélectionné pour vous. Il s'agit de monsieur Yil Ismail qui, lui, va interpréter donc un titre, Sir Aoudi Sir, autour bien sûr du cheval. On l'apprécie tout de suite. Tfaddal.
الله. نعم نعم. أهلكني ذا الليل عني كي طول وبهمومه كي هاجي تهول حالي. ما يقدر يقسى قلبي ويتحمل يصبر للمكتوب ويريح بالي. أهلكني ذا الليل عني كي طول وبهمومه كي هاجي تهول حالي. ما يقدر يقسى قلبي ويتحمل ياي يصبر للمكتوب ويريح بالي. ياي يرحل في لياليه لهنا متعجل. يرحل في لياليه هنا متعجل وتفني ساعات لمحة نحوالي. أهلكني ذا الليل عني كي طول ياي كي تفوت خيالات الأحباب توالي. ياي قول يا حبيبي قول. سير عودي سير هذا نهار كبير. سير عودي سير هذا نهار كبير. سير عودي سير هذا نهار كبير. يلا دينا الأرض الحضنة واللي صار يصير. سير عودي سير هذا نهار كبير. سير عودي سير هذا نهار كبير. سير عودي سير هذا نهار كبير. يلا بينا الأرض الحضنة واللي صار يصير. عودي الله 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 يا حبيبي يلا. سير عودي سير سير بيا والرواح. 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 يلا نروحوا للعاصمة ونداوي الأجراح. سير عودي سير هذا نهار كبير. سير عودي سير هذا نهار كبير. سير عودي سير هذا نهار كبير. يلا بينا الأرض الحضنة واللي صار يصير. نعم. سير عودي سير سير بيا وجبي. سير عودي سير سير بيا وجبي. سير عودي سير سير بيا وجبي. يلا نمشوا للجزائر نشوفوا احباب قلبي. سير عودي سير هذا نهار كبير. سير عودي سير هذا نهار كبير. سير عودي سير هذا نهار كبير. يلا بينا الأرض الحضنة واللي صار يصير. يا عيني يا سيدي. وسير عودي سير هذا نهار كبير. سير عودي سير هذا نهار كبير. سير عودي سير هذا نهار كبير. يلا بينا الأرض الحضنة. يلا بينا يلا بينا.
avec Saha. Merci beaucoup. Merci Monsieur Selami pour ce bon moment que vous nous avez offert. Monsieur Yillis Ismail pour ce bon moment que vous nous avez offert ce soir dans notre émission Al-Qaada. Alors justement, docteur Hijab Bakhloufi, encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Alors voilà, la chanson parlait de le Hodna. Du Hodna, bien sûr. Oui. Est-ce qu'on pourrait savoir qu'est-ce que le Hodna? Donc, l'étymologie du mot Hodna, oui, ça veut dire brasser. Ça veut dire c'est la brassée. On a d'où l'appellation arabe min hadana yahdunu. Donc ça c'est l'étymologie. Et justement, ce sens que la population du Hodna a donné à certains paysages, il est véridique parce que le Hodna est justement entouré de montagnes. Oui. Donc dans le sens général, c'est-à-dire sens large, elle est entourée au nord par les monts de l'Atlas thalien, oui, et au sud par les monts de l'Atlas saharien. Mais dans le détail, on honore les monts du Hodna, à l'est on a le Djebel Metlili, oui, à l'ouest, au sud-est on a les monts du Zeb, du côté de Boussada on a les monts des Ouled Nile, et à l'ouest c'est une ouverture qui s'ouvre vers les plaines algéroises, plus précisément la plaine du Sersou. Donc cette étymologie, elle est bien réelle, donc en ce qui concerne la configuration géographique du Hodna, et justement, mais dans le sens géographique, le Hodna lui-même a une diversité de paysages. Donc on a les monts du nord vers le sud, on a les monts du Hodna, on a le Piémont, on a la plaine du Hodna, et on a le Chott, et on a la Sepra, puis on a le Rmel du côté de Boussada, là où il y a l'important cordon dunaire qui vient de la zone de Djelfa et qui traverse la zone de Boussada jusqu'à Barika. Donc ça c'est-à-dire les caractéristiques naturelles de la cuvette du Hodna, qui a une superficie de 8000 km². Donc, et cette cuvette-là, cette particularité, justement, c'est parce que ces montagnes sont le château d'eau de la cuvette du Hodna, ils sont arrosés, et justement au nord elle est traversée par plusieurs oueds qui alimentent le château du Hodna, et deux oueds par le sud. Donc cette richesse en eau dont certains écrivains romains ont parlé justement de cette contrée naturelle qui est riche en eau, et justement c'est la présence de l'eau qui a permis l'occupation préhistorique à partir de la préhistoire de la zone du Hodna qui faisait partie du royaume de Massinissa. Oui. Massinissa, et plus précisément sous le royaume des Aurès. Mais c'est à partir de la période de la période romaine, au début du IIe siècle plus précisément, qu'on a connu l'appellation de certaines villes, le nom des villes dans le Hodna. Très bien. Dans le Hodna. Donc justement, on est dans cet hôtel qui est l'hôtel Al-Qal'a, et quand on parle aussi de Msila, c'est aussi Qal'at Beni Hamed. Justement, oui, je vais venir parce que oui, je vais faire un petit, ça veut dire rapidement, parce qu'il y a M. Kharbesh Abdelnour qui va me compléter. Oui. Donc il y a la cuvette du Hodna, c'est-à-dire le Hodna a connu plusieurs périodes historiques. Donc la période romaine, c'est-à-dire la période romano-byzantine, puis au 7e siècle la période arabe, puis les Fatimides, puis la Qal'a d'Ibn Hamed. Très bien. Donc la ville de Msila a connu une prospérité urbaine, une prospérité culturelle, c'est à partir de la dynastie fatimide, parce que c'était la capitale de la 4e wilaya des Fatimides. Et justement, la ville de Msila a été construite par Abou al-Qasim al-Qayyim, qui a chargé Ali ibn Hamdoun al-Andalusi, qui a construit la ville de Msila. Et justement, c'est que, parce que beaucoup de gens ne savent pas que le site actuel de Msila, ce n'est pas le vrai site. Donc Msila a changé 3 sites. Il y a le site romain qui s'appelle Zabi Justiniana, puis il y a le site fatimide qui est à côté du cimetière de l'Echiach, et le site actuel qui est
où il y a le Sidi Boujemline, c'est le site qui a été construit à partir du 15e siècle. Puis il y a la période turque. Très Donc bien. On aura l'occasion peut-être de Absolument, parler absolument. un peu plus. Donc justement, nous avons des images, des photos que nous avons sélectionnées avec vous et avec nos invités de ce soir pour un peu faire découvrir Msila. Msila. Donc nous allons commencer par la première photo. Donc la première photo, on voit juste à gauche, c'est Kharbet Lis, c'est le premier quartier de Msila, Kharbet Lis. Oui. Et on voit l'oued de Msila. Oui. Ça c'est l'oued de Msila qu'on appelle ici l'oued Ksob. Très bien. L'oued Ksob. Donc vous voyez que même au point de vue architectural, Oui. ça veut dire que c'est des villages sous forme de ksour. Oui. Sous Oui. forme de ksour. Et c'est typiquement saharia parce que plus au fond, on voit déjà dans les jardins de Msila, le Msila avant était entouré de jardins et il y avait beaucoup de palmiers. Donc aussi, c'est le caractère climatique et semi-aride de la zone de Msila justement qui donne à cet habitat en toube, en matériaux traditionnels avec de la terre et de la paille, justement qui donne cette caractéristique adaptée aux conditions climatiques arides. Très bien. Donc on va passer à la seconde photo choisie. C'est une vue générale de la ville ancienne. Donc que nous allons vous proposer. Voilà. Donc ça c'est le quartier Kragla. Oui. C'est une ancienne photo et on voit le mausolée du marabout Sidi Boujemline qui est juste derrière. Oui. Et vous voyez aussi, ça, on voit plus en détail le système de construction ksourien de la ville de Msila au début du 15e siècle. Parce que généralement, Msila a commencé à partir du 14e siècle. Parfait. C'est-à-dire dans ce lieu où on la voit sur ces images, ces photos-là. Très bien. Donc on passe à la troisième. Voilà, c'est la grande mosquée. La grande mosquée de Msila. Donc aussi, ça c'est le Jam el-Kbir à Msila, dans le quartier Kragla, avec son minaret typiquement maghrébin, ça veut dire de l'architecture maghrébine, ou on peut dire aussi andalouse. Il y a M. Mkharbash aussi qui peut donner beaucoup plus de détails sur l'architecture, si c'est possible. Donc on voit ici cette architecture typiquement maghrébine du Maghreb. Donc c'est le même, si on voit par exemple le minaret de la Qala, vous voyez que c'est sous forme de, c'est carré, c'est un peu... Très bien. C'est long, voilà. Voilà, donc la prochaine photo. Voilà, donc là c'est une des places du marché. C'est une scène de vie. Oui, ça c'est la place du marché, c'est le centre de Msila. C'est-à-dire ça c'est la ville qui a été construite après le début de la colonisation. C'est le quartier européen, c'est le quartier européen. Et d'ailleurs une particularité qu'on voit ici, c'est que Msila, elle est caractérisée par l'abondance d'arbres et de végétation et de jardins. Oui. Voilà, on le voit ici sur les anciennes photos, ce qu'on ne voit pas actuellement dans l'actuelle urbanisation moderne. Très bien. Et donc la prochaine photo, c'est le pont. Donc c'est un pont, c'est aussi en même temps la route de Barika qui emmène vers... Voilà, ça c'est l'ancien pont en acier. Oui. C'est le pont qui mène vers l'ancienne route Msila-Barika. Oui. Et juste à côté, normalement, on doit voir des lampadaires, des lampadaires qui sont alimentés en carbure. Ça, c'est avant, ces lampadaires pour illuminer le pont, justement, la nuit. Et ça, c'est avant que l'électricité est venue. On a installé l'électricité à Msila. Oui. Parce que Msila a connu l'électricité à partir de 1945. Très bien. La prochaine photo, c'est donc un hommage aux deux saints
de la ville de Msila également, Bou Khalfa et Djazar. Voilà, c'est les anciens marabouts. Oui. Hein. Ça, c'est le quartier Djafra, un des anciens quartiers aussi de la ville de Msila. Et vous voyez qu'ici, c'est une caractéristique du maraboutisme à partir du 15e siècle dans la ville de Msila. Et justement, il y avait 17 mosquées là où on apprenait le Coran. Et au total, il y a 17 mosquées, même les mosquées qui sont les saints et les marabouts qui se trouvent au milieu des cimetières. Très bien. Donc voilà, vous voyez que même ce qu'on appelle les Koubas sont typiquement maghrébins. Donc l'architecture maghrébine, c'est-à-dire de la Tunisie jusqu'au Maroc. Ça, c'est typiquement maghrébin et c'est commun à l'architecture maghrébine. Très bien. Et nous allons voir donc la prochaine photo. Il s'agit de la mosquée de Sidi Boudjemline. Hein, l'intérieur. Voilà, ça c'est l'intérieur de la mosquée de Sidi Boudjemline. Et on voit ici les étudiants qui viennent apprendre le Coran dans cette mosquée qui a été construite, je crois, comme Zawiya au milieu du 15e siècle. Très bien. Au milieu du 15e siècle. Donc, et nous avons aussi donc l'école de garçons. Voilà, l'école de garçons de Msila. De Msila. Donc c'est le quartier européen ici. Oui. Et ça, c'est la première école de la ville de Msila. Oui. Justement, dans certains cadres de la nation, dans le feu Mohamed Boudiaf a fait ses études ici. Et certains ministres qui étaient ministres au cours de la dernière décennie. Or, ce qui est regrettable et malheureux, peut-être que je le dis en tant que chercheur scientifique, c'est que cette école a été détruite, qui est l'âme et la culture et le symbole de la ville de Msila. Puisque on a évoqué donc les quartiers, on va en revenir avec vous tout à l'heure, madame. On voulait connaître un peu plus avec vous, monsieur, puisque vous êtes parmi nous, monsieur Ben Kherbesh, autour justement de l'histoire de ces espaces et l'histoire également par exemple, la personnalité de ce saint, donc Boudjemline. Monsieur Hadjab, est-ce que vous pouvez nous parler de cette personnalité qui est connue et appréciée et qui a une réputation assez importante chez vous, ici à Msila? Donc, oui, c'est possible au point de vue historique. Donc, d'après l'oralité populaire, c'est que ce personnage est venu du Maroc, et plus précisément de la ville de Fès, et qui est passé à Tlemcen. Puis de Tlemcen, il est passé à Sidi Abdelrahman Thalbi à Alger, où il l'a connu, il l'a côtoyé. Puis il est passé à Béjaïa. Il est resté un petit moment à Béjaïa, où il s'est marié avec la dame Aïcha el-Bjaouia, plus précisément. Et il est venu à Msila avec cette femme et avec ses deux enfants. Et il s'est installé dans le quartier Krarla. Et justement, c'est que l'oralité et la légende dit que lorsqu'il est arrivé, il était plus près de la ville de Msila. Il a dit laissez mes chameaux, parce que Boudjemline, c'est l'homme aux deux chameaux. Très bien. Donc, puisque c'est un saint, il a dit laissez là où les chameaux vont rester sur le sol. Donc, c'est là où je vais construire ma mosquée. Et depuis là, donc il s'est installé à Msila. C'est un homme qui est sage, qui est, c'est-à-dire un homme très saint en islam, qui connaît les préceptes de l'islam, il connaît le fiqh. Et c'est là qu'il a construit, c'est un mystique, c'est là qu'il a construit sa zawiya, où les gens venaient apprendre le Coran. Puis ces gens-là, ils vont vers leur contrée, dans tout le bassin du Hodna, cette cuvette de 8000 km², où ils vont apprendre dans leur douar, dans leur meshta, le Coran et les préceptes de l'islam à leur population.
Très bien, très bien. Donc, on reste toujours dans autour de cette identité, de l'identité et des traditions et coutumes donc de la ville de Msila, comme on le disait tout à l'heure. Alors, avec vous, Monsieur Ben Kherbesh, nous parlerons essentiellement du savoir-faire. Vous vouliez aussi réagir par rapport au cheval et par rapport à la selle notamment. Nous avons donc ce soir une selle qui est ici présente. Nous avons de la poterie, des objets anciens qui se trouvent ici. Donc est-ce que vous pouvez nous donner les spécificités Il ne faut pas oublier que la ville de Msila et la région du Houdna a prospéré depuis la basse antiquité. C'était un berceau de la civilisation. Avant l'époque romaine, c'était une région de berbères, de fiers berbères, fiers de leurs chevaux, qui faisaient partie de l'empire de Gaïa, des Massaï Soul, et non des Massacil, comme on l'interprète des fois. C'est les Massaï Soul qui étaient les sujets du royaume de Massinissa. Même à l'époque antique, après l'époque romaine, c'était un royaume autonome, un royaume de princes berbères autonome, jusqu'à l'arrivée de la conquête musulmane au 7e siècle. Donc nous avons une selle que vous nous avez justement, que Madame nous a ramené ce soir, Madame Kherbesh, Salima. Donc c'est une selle ancienne. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement, puisque nous savons qu'elle est faite par un artisan connu chez vous, que l'on salue d'ailleurs ce soir. Il ne faut pas oublier que la ville de Msila était réputée par le travail de maroquinerie. Oui. Il y avait à Msila plusieurs celliers. C'est même le quartier de l'Argoub, où le noyau du quartier européen était réputé pour le quartier des artisans du cuir. On y confectionnait de très très belles selles. D'ailleurs, il y avait deux modèles de selles. Selon le modèle, il y avait deux modèles, la selle du type Ouled Mhaya et le type Mansouri, qui était confectionné dans deux régions du Houdna. Beaucoup plus, c'était le squelette de la selle. La partie qui était importante, c'est de l'arnachement du cheval, c'était le cuir qui était façonné et taillé et confectionné à Msila. Et surtout, ces artisans étaient réputés pour la broderie. C'est un travail qui était connu depuis le Xe siècle, de l'époque fatimide et de l'époque hammadite. Les selles de Msila étaient très réputées pour leur qualité et leur confort, oui, et faciliter le maniement des armes et même la mobilité du cavalier sur cette selle. Très bien. Oui, oui. Donc nous sommes en train d'apprécier cette belle selle qui est ancienne, on imagine. Et puis donc dans quelques instants, on va inviter notre artiste qui est parmi nous ce soir. Donc il s'agit de Mernis.
اللي عني نادات نكر وطن وراه هو البوجادي المسيلة فيها مشايخ من دهات 40 مقام محسوبة بعدادي المسيلة فيها جوامع للصلاة والمؤذن كل أوقات ينادي يوم الجمعة شوف ليها ماذا جات هذا مقبل ذاك من بر وغادي المسيلة فيها محاضن من سادات ذاك يكرر ذاك يذكر الأورادي أهل العلم وما بدينه كما فات طلبت بوجملين محمول صادي اسألني نوريك بلادي بالذات المسيلة هي أنا البير وبلادي وطني خير من مال الطغاة ما نرضى بالعز من غير بلادي المسيلة هي اللي عني نادات يا نكر وطن وراه هو البوجادي أهلها معروفين في البرز يا خالد الحرمة والنيف من جد جدادي أهل الحرك الزين ندى وفراشات مبسوطة للضيف من جاي وغادي حرج القهوة من صينية وبرقوات يا وما يرضوا بالذل دا يمشوا هادي بلدي وعربي هاترة منهم جهات خلخالين عقادها يوم تنادي يا حسراه على ايام ودهر فات ماذا داروا من خصايل الاسيادي ماذا داروا في المعالم من شيعات والمسيلة هي وميم التجواد ماذا داروا في المعالم من شيعات والمسيلة هي وميم التجوادي المطرفي والسامعي كانت لاقات حملاوي والماضوي كيد العادي منصوري وخراب شا ولا دريعات يا والماني ولاد جلال الوادي سيدي عيسى ولاد ضعن والسلامات موسع عرش الغول يلهب الحسادي ولاد الدهيم ولاد بن صوشة جهاد بركان يقعدوا لحد المعضادي والشرفة ولاد دامر ليها جات يا والخالد يقربوا زي الهادي يا وطني ولاد دهيم ولاد بن صوشة جهاد بركاتي عدود حد المعضادي يسمى بيهم جينا وشيا الامضاد راحوا مذكورين في كل بلادي كسبوا عز الخيل ومحاضن رباه او انجوا عمصونين دفلة الفنادي نعجل بيضة في الرمل بها شتات شو عم خالف جاب انا وصالي نجعل كحلة جاء قبلها وفات نجعل حمرة جاي في دار وغادي البيوت مشيدين 6 و17
magnifique poème justement qu'on a vraiment apprécié ce soir dans notre émission Al-Qaada. Alors, on appréciait ce magnifique poème dit et accompagné par l'orchestre de Mernis avec bien sûr des instruments de musique traditionnels, bien de la région également, n'est-ce pas? Oui, Le micro s'il vous plaît, le micro s'il vous plaît. Ça c'est justement la description des tribus composantes du Hodna, oui. Et en même temps c'est la description de l'hospitalité et de la vie bédouine. Oui. Ça c'est très typique et c'est très authentique de la région du Hodna. Très bien. Elle est la fierté de la région du Hodna. Très bien, donc justement on voulait rester dans l'histoire de la région. On apprécie tout à l'heure donc Qal'at Beni Hamed que l'on était en train de voir là il y a quelques instants, et il y a beaucoup de choses à dire autour de cette Qal'a. Justement, M. Belkharbesh voulait rajouter quelque chose par rapport à ce qu'avait dit M. Hijab tout à l'heure. Oui. La Qal'a de Beni Hamed est un des grands sites phares de l'Algérie médiévale. La Qal'a a été construite au début du XIe siècle et bien sûr peuplée par la population de Msila, qui était le noyau de la fondation de cette ville. Oui. Cette ville a prospéré tout le long de la première moitié du XIe siècle. Après la deuxième moitié du XIe siècle, avec l'arrivée des tribus arabes des Beni Hilal, la ville s'est rehaussée au rang de métropole du Maghreb. Et ça, selon les dires d'Ibn Khaldoun et d'autres historiens d'époque. La Qal'a de Beni Hamed c'est pas vraiment les ruines que les gens voient, mais c'est une véritable métropole. Oui. Avec ses palais, avec ses quartiers, avec sa grande mosquée qui est la deuxième grande mosquée historique de l'Algérie, après celle de Mansoura. Oui. Elle est construite selon le style de Qayrawan, avec le minaret en axe avec le mihrab, et son minaret typique, qui est une première dans l'architecture du Maghreb. C'est la décoration sur les façades du minaret, qui se propagera après à Koutoubia, au Maroc à l'époque des Almohades, et même en Andalousie à la Giralda. Très bien, très bien. Donc vous vouliez donc insister et donc apporter aussi des informations concernant Qal'at Beni Hamed, et monsieur donc Hijab, vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à cela? Moi, je voudrais rajouter, c'est-à-dire de la ville de Msila, la ville de Msila, autant des Fatimides, où elle a connu une prospérité culturelle et une prospérité économique, telle qu'elle a été décrite par Al-Bakri, par Al-Idrissi. Oui. Et aussi, cette prospérité culturelle, il y avait le fruit de cette culture, de ce savoir. Oui. Justement, on va citer quelques écrivains, quelques littéraires, quelques poètes de l'époque hamadite, ainsi de l'époque fatimide, en ce qui concerne la région de Msila. Ça veut dire que cette région avait une lumière scientifique, une lumière, c'est-à-dire au point de vue religieux aussi. Donc ce n'était pas une région qui était morte, qui était marginalisée. Donc c'était le cœur de l'Algérie, c'était un passage obligé entre l'Est et l'Ouest. Donc ce qui a fait cette prospérité, parmi les auteurs et parmi les littéraires, on note Ibn Rashiq al-Masili, qui est né à la ville de Msila, qui s'appelait au milieu du 9e siècle Al-Muhammadiya. Pourquoi? Parce que les Fatimides, ce sont des chiites, ils l'ont appelé Al-Muhammadiya. Seulement ce nom n'a pas été gardé jusqu'à maintenant, c'est le nom de Msila qui est resté jusqu'à ce jour. Donc aussi il y a Hassan ibn Ali, ibn Muhammad al-Masili Abu Ali, qui était un malikite, c'était un cadi, et qui est parti à Béjaïa, où il a continué à être cadi là-bas, et il est décédé à Béjaïa. Donc, si je cite ça, c'est qu'il y a une relation entre la ville de Béjaïa, entre la ville de Msila, et entre la Qal'a de Beni Hamed et le Kérouan. Parce que
les produits agricoles de la ville de Msila au temps des Fatimides, ils étaient emportés vers le Kairouan. Et justement, ce qui est célèbre, c'était les coins de Msila et les coins de la Qal'a de Mohamed qui étaient emportés vers la ville de Kairouan. Donc, cette richesse culturelle n'est pas restée enfermée dans cette cuvette du Hodna agro-pastorale, je dis bien agro-pastorale, et aussi il y avait des liens avec Fès, la ville de Fès qui était réputée aussi comme la ville de Jam' al-Qarawiyyin, le célèbre Jam' al-Qarawiyyin. Il y avait aussi une relation avec l'Andalousie, parce qu'il y a certains poètes et certains écrivains qui sont originaires de Msila et qui sont partis en Andalousie. Ils ont écrit des livres, c'est-à-dire il y a des restes de littérature, de jurisprudence aussi. Donc, cette importance culturelle, j'espère qu'elle durera. J'espère que la ville de Msila, qui maintenant contient une université, ça va illuminer, ça va rendre ce qu'on appelle l'histoire d'antan, l'histoire culturelle, que j'espère pour toute la ville de Msila. On l'espère, nous aussi. C'est pour cette raison que nous sommes là. D'ailleurs, ce soir, dans notre émission Le Qa'da, on voulait absolument que l'on fasse une émission consacrée à la ville et aux traditions de Msila. Voilà, je pense que c'est aussi important. Donc, encore une fois, merci d'être parmi nous, Selima, Madame Selima Hadarbesh, qui est avec nous ce soir. Et justement, puisqu'il y a eu cette page d'histoire avec nos amis, donc vous vouliez aussi nous parler ce soir d'un quartier, de souvenirs d'enfance. Dites-nous un peu tout ce que vous avez envie de nous dire. Vous êtes vous-même artiste. Et ce soir, vous êtes venu avec des objets. Oui. Des objets récupérés. Oui. Toujours dans le souci de la restauration et de la récupération. Oui. Et dans le but aussi de préserver un patrimoine qui nous est cher, d'un très beau pays qu'on a tous dans nos cœurs. Très bien. Et je tiens à féliciter messieurs pour le cours historique excellent et merveilleux. Ils nous ont fait une promenade très agréable à travers le temps. Et bien voilà, donc en tous les cas, la discussion, comme je le dis à chaque fois, est à bâton rompu. Hein, vous pouvez intervenir quand vous voudrez. Vous êtes venue justement, madame, avec des objets de chez vous, hein, que vous nous avez ramenés ce soir à l'émission Le Qa'da, et merci beaucoup en tous les cas. Il y a ce coffre. Ce coffre qui vous appartient, donc un coffre ancien qui date de combien d'années? C'est le coffre de la mariée? C'est le coffre de la mariée qui appartient à une parente lointaine, qui doit facilement avoir plus de 100 ans. Très bien. Le coffre est arrivé à moi par héritage et par amour. Et il y a eu une restauration qui a été faite, mais toujours dans la préservation même de la couleur de base, qui était le bleu turquoise. D'accord. Comme en ce temps-là, les couleurs étaient très primaires. Donc c'était le bleu turquoise qui était utilisé pour les portes, pour les fenêtres, et aussi pour la décoration du meuble. Et ce coffre était la valise de la mariée. C'était ce qu'emportait la mariée avec elle quand elle partait chez son mari. Il était toujours accompagné d'un miroir. C'était les objets favoris et par excellence de la mariée qu'elle emportait avec elle. Très bien, c'est ce que nous voyons d'ailleurs ce soir. Donc c'est ce que nous voyons sur bien sûr un miroir revu, modernisé, bien entendu, avec une touche moderne. Alors ce qui nous intéresse également, est-ce que vous nous avez ramené ce soir, donc Madame Hadarbesh, c'est ces boîtes que nous voyons sur le coffre. Ce sont des boîtes, racontez-nous leur histoire. Les boîtes, c'était des objets de nos grands-mères qu'elles avaient récupérés des collants. D'accord. Qu'ils utilisaient comme boîte à gâteaux secs. C'était des boîtes à biscuits. C'était des boîtes à biscuits à l'origine. Et nos grands-mères les ont utilisées pour garder leurs bijoux, leurs petits ustensiles de couture et plein de petites choses. Et ces boîtes, elles se sont imprégnées de l'histoire de nos grands-mères,
de tout un vécu qu'on ne peut que préserver parce que ça fait partie de notre histoire. La femme était très soucieuse de la beauté et du détail et elle essayait dans son intérieur d'accumuler des objets beaux, toujours dans un souci d'esthétique et de beauté. Très bien, c'est vraiment assez particulier. Nous avons également, vous avez ramené également de la poterie, n'est-ce pas? Absolument. Voilà, c'est de la poterie typique de la région. Oui. Parce qu'auparavant, les ustensiles de cuisine étaient des objets fabriqués à la main par les femmes. Oui. Et le merveilleux dans l'histoire, c'est que la femme, même dans sa vaisselle, essayait toujours de faire un rappel du margoum, du motif du margoum, oui, qu'on retrouve sur les tapisseries de la région. C'est des motifs berbères. C'est des motifs berbères, bien sûr. C'est des formes géométriques répétitives. Que l'on retrouve en Kabylie également, Grande Kabylie. Oui, Madame Bechkour, pardon. Oui, Madame Bechkour. Oui, c'est des motifs qu'on retrouve à l'origine, comme expliquaient les messieurs. Oui. Avant, à l'origine, il y avait les Berbères. À l'origine, c'est des Berbères. Tout à fait. Qui habitaient, qui occupaient la région avant l'arrivée de l'islam. Oui. Donc, ils ont laissé leurs traces, à travers quoi? À travers le tissage, à travers la serra, à travers l'artisan s'inspirait de la nature qui l'entourait pour faire ces belles créations. Très bien. Puis, il y a eu un enrichissement par la suite. On va y revenir tout à l'heure, si vous voulez bien. Donc, Madame Bechkour. Et justement, vous êtes venu avec ces objets anciens, donc que ce soit dans la poterie, les tapis que nous avons également, tout ce qui couvre nos matelas, la qa'da de ce soir, dans cet endroit magnifique. Même l'architecture de cet hôtel est tout à fait appropriée à l'ancienne architecture de Msila, n'est-ce pas? Oui, messieurs, le micro s'il vous plaît. Oui. C'est typiquement l'architecture algérienne, qui est propre à l'Algérie, qui est le véritable brassage de différents arts. L'art des Turcs, l'art de l'Andalousie, l'art berbère et l'art qui vient de l'Arabie. Très bien. Donc voilà, nous sommes dans une qa'da assez particulière ce soir avec une touche, en tous les cas, locale. C'est clair que c'est un produit local. Le micro, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. C'est un produit local parce que dans l'architecture, surtout l'architecture maghrébine, elle est commune aux trois pays, la Tunisie, et l'Algérie et le Maroc. Donc on retrouve, c'est le Maghreb, on retrouve, je vous ai dit tout à l'heure, comme il a parlé M. Bakharbash, sur le style de la Qal'a d'Ibn Hamad, parce qu'il y a une similitude entre, il y a quelques retouches, quelques similitudes entre la mosquée de Cordoue et la Qal'a d'Ibn Hamad. Il y a des similitudes qu'on trouve dans la mosquée et dans les palais aussi. Par exemple, le bassin Qasr al-Bahr, vous avez le bassin dans la mosquée de Cordoue. Oui. L'eau aussi était très importante. Absolument. Et très représentative. Oui, monsieur Belkharbash. Et j'aime bien attirer l'attention sur que les monuments de la Qal'a de Bani Hamad, la Qal'a est connue surtout pour sa culture, la culture palatiale, ses palais. Oui. On ne va pas s'étonner si je vais dire que le palais de la Alhambra, c'est un noyau ziride et qui est très similaire avec les palais de la Qal'a de Bani Hamad. La cour des Myrtes, la cour des Lions. Oui. Ça nous rappelle la cour ouest du palais du Manar, mais qui a précédé de 2 siècles le palais de l'Alhambra. Sans oublier bien sûr le palais du Bahr, qui va influencer les palais des rois et des princes saadiens et des princes mérinides. Nous trouverons cela à Meknes, dans le palais de Moulay Ismail, avec le Bahr, dans le palais de Qasr al-Badi' à Marrakech. Il y a même un motif décoratif très propre à la Qal'a, inspiré bien sûr de l'Orient musulman, qui est le Muqarnas. Les vieux vestiges de Muqarnas dans tout le Maghreb. Et quand je dis le Maghreb, c'est la Sicile, l'Ifriqiya, la Tunisie actuelle, l'Algérie, le Maroc et même l'Andalousie. Les vieux vestiges de Muqarnas proviennent de la Qal'a de Bani Hamad.
Et ce n'est pas de quelques pièces minimes. Il y a énormément de muqarnas. C'est un modèle, comment dire, c'est un détail architectural utilisé dans les trompes d'angle des coupoles et qui va se propager dans tout le Maghreb après les Hammadites. Même le Zellige, les vieux fragments de Zellige au Maghreb, on les trouve à la Qal'a de Bani Hammad, la cour d'honneur, le palais du Bahr, qui ont vraiment été un modèle pour tous les palais de la Sicile et même de l'Andalousie. Merci pour toutes ces informations. Voilà, donc... J'ajoute, oui, c'est-à-dire la grande ville de la Qal'a, la capitale, la première capitale hammadite, parce qu'après c'est Nasseria, l'actuelle Bougie, qui devient la deuxième capitale. Aussi, la prospérité urbaine, ça veut dire qu'il y a une urbanisation très intelligente. Là-bas, il y a le réseau d'assainissement, il y a le réseau de l'AEP. Ça veut dire, au Xe siècle, on trouve ça, on trouve le réseau d'assainissement et le réseau d'AEP, de l'alimentation en eau potable. Ça, c'est très ingénial. Même la récupération des eaux pluviales, ils ont fait des séguias sur les flancs des rochers pour récupérer les eaux pluviales dans des bassins, dans des châteaux d'eau. Donc, c'est une culture, c'est une dynastie savante, forte aussi, et c'est-à-dire que c'est la science qui a porté cette dynastie à sa valeur architecturale et urbanistique dans l'histoire de la vie des Hammadites. Vous parlez avec beaucoup d'amour et de passion hein, de l'histoire de l'Algérie, parce que cette histoire nous appartient à nous tous. Et merci en tous les cas. Merci. Oui, oui, madame. Pour revenir à quelque chose de plus doux et de plus léger, oui. Je tiens à mentionner que quelle que soit notre origine et notre culture, l'œil et l'homme a besoin de beauté. Oui, donc c'est à travers ça surtout. Parce qu'à l'origine, chacun de nous a besoin de beauté autour de lui. Et c'est dans ce sens